Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un 16e conte interdit, Le Magicien d'Oz. Il s'agit du 3e conte interdit de Maud Royer, mais le 2e que je lis d'elle. C'est une enquête sordide qui nous mène d'un bout à l'autre pour découvrir 3 victimes et qui m'a beaucoup plu. Habituellement, je suis pas très en quête, mais celle-ci m'a fait un différent effet. On y reviendra. Avant quoi, quelle est l'histoire de ce conte? En 1994 survient ce qui sera par la suite appelé le Grand Carambolage de 94. Il s'agit d'un terrible accident d'auto dans lequel de nombreuses personnes furent blessées ou périrent. Et dans l'accident se retrouvait Dorothée Norroy, une jeune femme de 19 ans, enceinte de tout au plus 25 semaines. Cependant, l'accident la contraignit à donner naissance dans l'immédiat, ce qu'elle consentit à faire. Malheureusement, son enfant mourut seulement quelques heures plus tard. Dorothée avait donc tout perdu, son travail, sa meilleure amie, son chum, son bébé, dans l'espace d'une seule journée. Un quart de siècle plus tard, de terribles meurtres surviennent aux 4 coins de la ville. De jeunes hommes sont tués, des organes sont retirés. L'enquête tombe alors entre les mains de Henri Duhem et Émilienne Saint-Gelais, qui auront à élucider ce mystère qui les tirera d'un côté puis de l'autre. Bon, que dire de ce conte interdit? Très franchement, je l'ai adoré. L'histoire est très bonne, la multitude de personnages que l'on rencontre, et dont les rôles oscillent entre le détestable et le tragique, servent au relief de ce roman. On croit à l'univers dans lequel nos personnages évoluent. Là-dessus, c'est réussi. Et comme dit plus tôt, je suis pas du tout fan de tout ce qui est thriller, polar, enquête policière. Pour aucune raison en particulier, ça donne juste que c'est pas un genre d'histoire que je privilégie lorsque vient le temps de choisir ma prochaine lecture. Ça m'attire pas vraiment pour être franc, mais alors là, pas pantoute. Toutefois, cette enquête-ci m'a fait l'effet totalement inverse. Je l'ai adoré. J'étais vraiment captivé, j'étais vraiment pris dedans. Et j'ai beaucoup aimé comment les éléments du canevas original sont venus s'entremêler à cette réécriture glauque. Je suis tout particulièrement fan de ce que l'auteur a fait avec le lion sans courage, le robot sans cœur et l'épouvantail sans cerveau. Vraiment, c'était simple comme tournure, oui, certes, mais c'était également assez astucieux. Fallait y penser. Je vais vous le dire vite fait, mais en gros, c'est 3 personnages qui sont retrouvés assassinés. L'un sans cerveau, l'autre sans couilles et le dernier sans cœur. Et plus l'enquête avance, plus les détectives évoquent des pistes qui tiennent plus ou moins la route, afin de s'expliquer le lien potentiel entre ces 3 victimes. Et lorsqu'ils comprennent enfin la symbolique derrière les organes retirés et interchangés, ils se l'expliquent. Et ils le répètent au moins 2 bonnes fois à voix haute, en l'espace de 2 pages. Ça m'a un peu donné l'expression que l'auteur voulait nous enfoncer dans le creux de la gorge l'ingéniosité de son idée et son parallèle avec l'œuvre originale qu'on avait déjà franchement compris. Comme pour s'en péter les bretelles, l'air de dire « Hey, hey, check, c'était ça mon parallèle, à vous c'est smart ». Mais d'un autre côté, je me dis que les enquêteurs sont peut-être juste tellement fiers de leur découverte qu'ils se la répètent. En tout cas, je sais pas. Bref, l'histoire est très bonne, elle est captivante, ce conte interdit fait 300 pages, ce qui en fait l'un des contes interdits les plus longs. Et très franchement, on ne s'y ennuie pas. À l'opposé de contes plus courts tels que Barbe Bleue ou encore le très pénible Vilain Petit Canard, celui-ci est vraiment prenant. L'enquête est très bonne, et j'ai beaucoup apprécié ce duo de détectives que forment Henri et Émilienne, mais on y reviendra. L'horreur ici est pas énormément présente, je dirais honnêtement qu'ici c'est plus la perversion, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit sexuelle, qui est présente et qui nous est décrite. Il n'y a pas vraiment de scène affreusement gore dans ce conte-ci, sauf sur la fin. Et encore, c'est loin d'être épouvantablement graphique. Du peu de souvenirs que j'ai du bon conte interdit Pinocchio, de la même auteure, il me semble qu'il était bien plus gore. Ici, c'est vraiment l'enquête ainsi que les révélations qui priment. Et c'est pas plus mal. La narration, quant à elle, est reconnaissable. Maud Royer a sa manière de raconter. Elle fait partie de ces auteurs dans le collectif des contes interdits, dont on reconnaît la signature par la plume à chaque lecture. Et j'ai bien aimé sa manière de nous raconter cette histoire, même si son écriture n'est clairement pas sans défaut ni lacune. Je pense notamment à un passage bien précis. Au début du roman, il y a un passage que j'ai trouvé assez mongol. C'est anodin, mais c'est cave. Il y a une cruche qui cause un accident de la route, le fameux carambolage de 94, puis qui traverse son pare-brise pour ensuite s'effoirer à terre. Plusieurs chars d'érable vont dans tous les sens, paniquent, évidemment. Puis la pensée qu'a Dorothée à cet instant, c'est la suivante.
Des coquerelles surprises par la lumière. Je m'excuse, mais on s'en serait passé. Je veux dire, à l'instant de l'accident, Dorothée est dans son char, sur la route, pratiquement à côté d'elle. C'est pas une piétonne qui regarde le tout de loin. Puis même à ça, ça aurait été cave. C'est pas une pensée d'après-coup alors que l'ascenseur émotionnel serait retombé. Non, non, pas pantoute. C'est une pensée qu'elle a dans l'immédiat, alors qu'elle est sur la route. Fait qu'elle est autant dans la marde que les autres à ce moment-là, puis elle a cette pensée-là. J'ai trouvé ça cave, honnêtement. C'est un truc malheureusement trop récurrent dans les livres. Les auteurs insèrent des pensées similaires, les imposent à leurs personnages, dans des contextes incohérents et inappropriés, tout ça pour montrer, je pense, qu'ils connaissent plusieurs mots, plusieurs expressions, qui sont capables de faire des comparaisons, même aussi pauvres que celles-ci. C'est le goût que ça m'a laissé en bouche. On aurait pu s'en passer, aisément. À part ça, il y a aussi les dialogues qui font défaut, parfois. Loin de faire grincer des oreilles, les dialogues ici peuvent se montrer très inconsistants. Nombre d'entre eux sonnent bien trop mal à l'oreille. Ce sont pas les pires dialogues que j'ai lus, même pas proches, mais ça reste discutable par moments. Rien qui vous gâchera la lecture néanmoins. Bref. Sinon, que dire des personnages? Henri Duhem et Émilienne Saint-Gelais ont des personnalités bien distinctes, et ils se retrouveront, malgré lui, à devoir faire équipe. Ce duo d'enquêteurs opposés peut sembler cliché au premier abord, le vieil enquêteur aussi amer qu'expérimenté, forcé de faire équipe avec une jeune collègue sympathique mais moins futée. Ça s'est déjà vu, mais l'auteur parvient à en faire quelque chose de neuf. Henri Duhem est un vieux grincheux, aigri, mais intelligent, affublé cependant d'une part d'ombre qui joue lourdement sur son professionnalisme. Je l'ai trouvé très peu attachant, si c'est pas carrément méprisable honnêtement. Mais bon, je pense honnêtement que le personnage avait vraiment vocation à être méprisé. Ou du moins, il n'y avait pas l'intention qu'on s'attache à lui en fait. Mais alors là, pas pantoute. Émilienne Saint-Gelais, quant à elle, est une enquêteuse légère, drôle, attachante, et peut-être un peu trop nonchalante par moments. Surtout dans sa propension à lâcher des blagues et des jeux de mots à tout va, même dans les moments les moins propices. Genre pratiquement en face des proches des victimes. Mais en tant que fan fini de jeux de mots sous toutes leurs formes, je ne peux que saluer l'inventivité. Je trouve que ces deux enquêteurs forment une paire plutôt agréable à suivre. Ah, puis j'ai adoré le personnage qui fait figure d'épouvantail. Quel bon gars, puis qu'est-ce qui est bien écrit, puis hostie qui est attachant. Pour vrai, je l'adore. Maud Royer a vraiment bien saisi le comportement d'un personnage atteint de symptômes pareils. Pour côtoyer moi-même au quotidien quelqu'un ayant un comportement très similaire à cet épouvantail, puisqu'étant atteint d'une pathologie similaire, je peux vous dire qu'elle a très bien saisi cette juvénilité d'esprit couplée à cette gentillesse pure dont ils peuvent faire preuve. J'ai adoré ce personnage. Pis Maud, en passant, si jamais tu regardes cette vidéo, je t'en prie, ponds-nous un spin-off dans l'univers des contes interdits portant sur l'épouvantail. Sérieux, j'adorerais ça. S'il te plaît, fais-le. Ah, puis le lion aussi est bien exploité. Bref, là où Pinocchio, sans me laisser indifférent, ne m'avait pas transcendé, ne m'avait même pas donné envie d'explorer davantage la plume de l'auteur, raison pour laquelle je me suis pas précipité pour lire le livre de la jungle bien qu'il soit sorti v'là 2 ans, eh bien le magicien d'Oz a réussi à me donner l'envie de me plonger dans les autres romans horrifiques de cet auteur, à commencer par son deuxième conte interdit. Puis j'aimerais mentionner les deux communautés qui s'affrontent idéologiquement dans ce roman. Il s'agit du combat d'idées entre les pro-vie et les capacistes, ces derniers promouvant l'euthanasie prénatale et postnatale pour tous les bébés qui sont à même de devenir des boulets pour la société, les handicapés, mentaux et physiques, et notamment mais surtout, les grands prématurés. Les voir se confronter est intéressant, mais ils ne sont que figurants dans ce roman. Le roman aurait pu se passer d'eux et ça aurait pas changé grand-chose. C'est de valeur, puisque les quelques confrontations entre eux auxquelles on assiste sont vraiment intéressantes. J'aurais aimé qu'ils soient davantage présents, surtout qu'on leur accorde une importance assez marquée dans ce roman. Leur importance, c'est juste dans la toile de fond du roman, c'est pas dans les actes en eux-mêmes, mais je sais pas, j'aurais vraiment aimé juste qu'ils soient mieux exploités, qu'ils soient plus exploités en fait, parce que c'est comme, on leur accorde vraiment beaucoup d'importance pour au final pas se servir d'eux plus qu'il faut, c'est comme un peu, c'est du gaspillage. Quoique, j'imagine maintenant que les capacistes n'étaient là que pour servir de suspect potentiel à l'enquête,
Donc leur confrontation idéologique serait juste un prétexte, ce qui est malheureux si c'est le cas. Si Mondroyer les a inclus dans son roman dans cet unique but, c'est un potentiel gâché et négligé. Bref, en conclusion, Le Magicien d'Oz, c'est une enquête captivante peuplée d'une multitude de personnages qui ont tous leurs facettes sombres. Nos deux enquêteurs sont plaisants à suivre, les autres personnages servent assez bien l'histoire, les dialogues peuvent parfois sonner assez mal, mais ce n'est rien de suffisamment lourd au point de handicaper le roman. L'horreur est bien dosée, elle est plus dans le descriptif que dans l'action en tant que telle, mais c'est pas un point négatif. Tous ces éléments font de ce roman un très bon conte interdit. Je vous le recommande vivement. Sur ce, c'est ce qui met fin à cette chronique et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle chronique. Allez, salut!